Plus qu'une fois dormir avant le match des Diables Rouges contre l'Argentine en quart de finale. Des Diables, on verra, gonflés à bloc, les supporters aussi, comme nous le dira Julien Modave en direct du Brésil. Une Coupe du Monde qui a aussi des effets très positifs sur l'économie belge. On vend plus de bière évidemment, mais d'autres secteurs plus étonnants en profitent également. Premier accord cette nuit entre les futurs partenaires du gouvernement bruxellois à propos notamment du survol de Bruxelles. Au fédéral, Charles Michel fera rapport au roi tout à l'heure. Mathieu Coll est déjà sur place. Il y a trop d'antibiotiques dans la viande. Porc, poulet ou bœuf, les animaux sont parfois gavés de médicaments et cela peut être dangereux pour notre santé. Nous poncerons aussi les portes d'un hôtel, pas comme les autres à Arlon, un hôtel de luxe pour chiens pendant les vacances de leur maître. La météo, attention, la pluie revient cet après-midi avec un risque d'orage. Il fera très lourd entre 25 et 30 degrés. Bonjour à tous, J-1 donc avant la rencontre Belgique-Argentine en quart de finale de la Coupe du Monde de football à Brasilia. Les Diables Rouges y sont arrivés cette nuit, des Diables qui ont rendez-vous sur place avec un Messi, Lionel de son prénom. Ils savent que l'homme est dangereux, mais ils ont bien l'intention de ne pas se laisser faire. Le reportage de nos envoyés spéciaux au Brésil, Emiliano Bonfili et Pascal Noriega. Double championne du monde, l'Argentine a déjà écrit l'histoire du football. Avec Lionel Messi, elle se veut toujours conquérante. Messi, un phénomène, mais attention de ne se focaliser que sur lui. Ce serait vraiment une grande erreur. Je pense qu'il y a beaucoup de très bons joueurs dans cette équipe. Offensivement, ils sont vraiment super bons. Donc nous, on va jouer notre jeu, on va faire ce qu'il faut pour se qualifier, on va tout donner et j'espère qu'on aura encore la réussite avec nous. Higuaín, Lavezzi, Di Maria, le potentiel offensif des Argentins est impressionnant. Mais le collectif ne semble pas encore à la hauteur. Je pense que ce sera ce qu'il faudra faire, déjà laisser le moins d'espace possible. Et c'est vrai que mettre une certaine pression sur leur milieu de terrain, leur défense. Je pense que c'est là, s'il y a un point faible, je pense que c'est là. Libérés contre les États-Unis, les Diables abordent ce quart de finale avec sérénité. Une force, assurément. On sait tous que c'est un quart de finale de Coupe du Monde, que c'est unique et que ça n'arrive pas tous les jours. Maintenant, il ne faut pas non plus insister que sur ça pour non plus encore rester dans son coin et ne pas se montrer. Donc maintenant, ce n'est que du bonheur, du positif, qui fait le moment à fond. On sait le boulot qu'il faut faire pour bien le faire. Et après, il faut aussi avoir une certaine liberté dans la tête pour que les joueurs s'expriment et laissent parler aussi leur talent. Samedi, à Brasilia, les Diables veulent envoyer l'Albi-Céleste en enfer. Et en direct de Brasilia, on vous retrouve en direct. Julien Modave, bonjour. Les Diables sont donc arrivés sur place, on l'a vu. Est-ce le cas aussi des supporters, Julien? Avez-vous déjà croisé quelques drapeaux noirs, jaunes, rouges? Alors, on n'en a pas croisé beaucoup, Luc, ça je peux vous le dire, mais il est 8 h du matin, le soleil se lève à peine ici sur Brasilia et c'est une journée chargée qui s'annonce pour les supporters et notamment les supporters belges puisqu'ils devraient arriver aujourd'hui en grand nombre. Nous avons pris contact également avec des Belges qui habitent ici au Brésil, qui vont arriver après leur journée de travail en fin de journée. Et puis on a pris contact également avec les parents des joueurs, notamment Pierre Compagnie ou Thierry Witzel, qui devraient arriver ce soir. Vous le savez, la rencontre c'est demain aux alentours de 15 h. Énormément de Belges, on les compte entre 1000 et 1200 supporters belges dans ce stade, le stade national qui est à quelques pas d'ici, où il y a 70 000 places. Alors c'est évidemment un peu court lorsque l'on sait que les Argentins, eux, seront entre 20 et 30 000 supporters dans ce stade, mais on l'a déjà dit, il y a beaucoup de chances que les Brésiliens supportent la Belgique. On a d'ailleurs été interrompu il y a quelques instants par un journaliste brésilien qui nous souhaitait bonne chance pour pouvoir écarter cette équipe sud-américaine. Les Brésiliens qui apprécient beaucoup les Belges, vous allez l'entendre dans des commentaires, des supporters belges, un des rares supporters belges qu'on a déjà rencontré hier et qui suit les Diables Rouges depuis le début. Vous allez l'entendre, il nous dit et il nous confirme que les Diables Rouges sont très appréciés ici au Brésil. Moi, je suis déjà ici depuis le premier match. Je suis arrivé de Belgique directement vers Belo Horizonte. Là-bas, on a vu le premier match. Après ça, nous sommes allés vers le village de l'Union belge. Et à partir de ça, j'ai suivi tous les matchs. Moi, j'ai des tickets jusqu'à la finale. Alors, je les suivre jusqu'à s'ils sont toujours dans le tournoi. On a une petite chanson avec la Brésil.
Et les Brésiliens, j'ai l'impression, ils pensent que nous sommes en train de supporter pour eux. Alors si nous on chante, eux chantent pour nous. Et comment chanter Vive la Belgique. Alors j'ai l'impression que nous sommes en faveur des Brésiliens. Voilà pour ce point en direct de Brasilia. Merci à vous, Julien. Chez nous aussi, les supporters seront tous derrière les Diables demain. On attend donc une fois de plus beaucoup de monde dans les rues, des fêtards qu'il faudra encadrer pour éviter les débordements. À Liège, par exemple, le centre-ville sera momentanément interdit à la circulation. Christine Calmot de Nistrel. Mardi dernier, alors que les Diables Rouges viennent de se qualifier pour les quarts de finale, certains individus n'hésitent pas à sauter sur le capot des voitures. Cet automobiliste a probablement eu très peur. Il a remonté tout le boulevard de la Sauvenière en marche arrière, avec tous les risques que cela comporte. Risque aussi pour les passagers de ce bus secoué, pour les passagers de ces voitures prises d'assaut. C'est pour éviter tout cela que les mesures sont prises. C'est pour éviter effectivement des risques de véhicules qui pourraient être endommagés, pris à partie par des automobilistes, des réactions malencontreuses d'automobilistes qui pourraient peut-être circuler à vive allure dans la foule. Sans compter les automobilistes sous l'influence de la boisson. L'hyper-centre-ville sera donc fermé à la circulation. Le boulevard de la Sauvenière, le boulevard d'Avroy à partir du boulevard d'Estenay, la place Saint-Lambert, la place de la République française, celle du théâtre et le cadran. Attention, il n'y a pas d'heure fixe de fermeture pour ces axes. Nous verrons ça en fonction du résultat. Si à un moment donné il s'avère nécessaire, nous prendrons des mesures. Et encore une fois, je répète, ce sont des mesures de circulation modulables. C'est pour canaliser la circulation des piétons et véhicules. Et à un moment donné, si on voit que la présence de piétons est trop importante à certains endroits, nous dévierons la circulation des voitures. Seront concernés également les bus des TEC. Un conseil, si vous souhaitez faire la fête à Liège samedi soir, laissez votre véhicule au parking ou venez à pied. La Coupe du Monde, je vous le disais en titre, a des effets très positifs sur notre économie. On vend évidemment plus de boissons et de bières les jours de match. Mais ce n'est pas tout. Le merchandising autour des Diables est très lucratif et plus étonnant, les soldes d'été profitent également du succès de nos joueurs. Les explications de François Genette et Catherine Van Zevereux. Une ferveur populaire sans précédent. Depuis plus de 3 semaines, la Belgique ne parle que de ses Diables. Leurs victoires font le bonheur des supporters, mais pas seulement. L'Horeca, c'est clair que ça marche très bien pour l'instant, juste comme le secteur foot, qu'on doit peut-être appeler le secteur boisson pour l'instant. On voit des augmentations là. Et en effet, 60 millions d'euros de bénéfices auraient déjà été dégagés par les acteurs de l'Horeca belge. Et quant au principal débiteur de bière du pays, cette Coupe du Monde est pour lui une bénédiction. Pour nous, ce qui est très important, c'est de vivre ensemble avec les supporters un moment fantastique qu'on voit maintenant avec les Diables Rouges. Et en espérant bien d'encore voir beaucoup plus dans les jours qui viennent. Oui, pour toute la Belgique, je pense que l'impact est très positif. Les supermarchés aussi se réjouissent du beau parcours des Diables. Ils auraient déjà engrangé près de 35 millions d'euros en gadgets, apéritifs et autres denrées qu'ils offrent dans leurs rayons. Mais ce n'est pas tout. Les exploits de notre équipe nationale auraient également un impact sur les soldes. C'est assez remarquable. Ça fait 3 ans qu'on voit que le consommateur belge est très prudent. Il a peur d'une crise qui n'y est pas pour l'instant en Belgique. On voit les taux d'épargne qui sont très élevés. Mais maintenant, ça change. Ça a l'air de changer, que les consommateurs sont plus positifs, plus optimistes. Et on espère que ça va se refléter dans les chiffres. Enfin, l'Union belge se frotte également les mains. Avec 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ses produits dérivés, elle peut déjà parler d'un immense succès. Ce soir, place donc au premier quart de finale de la compétition. Ce sera France-Allemagne et Brésil-Colombie. Le Brésil sous pression avant le match de ce soir. Le pays organisateur s'est fait très peur, on le sait jusqu'ici. Tout le pays aura donc les yeux rivés sur les joueurs. Certains d'entre eux ont même fait appel à des psychologues pour les aider à gérer tout ça. Adèle Lassouli. Une énorme ferveur et des encouragements à la hauteur des espoirs de tout un peuple. Les yeux rivés sur ce stade de Fortaleza, les Brésiliens scrutent chacun des gestes de la Seleção qui affronte ce soir la Colombie en quart de finale. Extirpés au forceps des 8e de finale, les hommes de Felipe Scolari ont montré des signes de faiblesse et un trop-plein d'émotions. La Seleção, qui travaille étroitement avec des psychologues, serait au bord de la crise de nerfs.
Le côté émotionnel vient du fait que nous nous donnons à fond et que nous aimons le faire. Quand les gens font ce qu'ils aiment faire, il n'y a pas moyen de contourner l'émotion. Nous sommes très calmes en réalité. Côté colombien, les joueurs affichent toujours le même sourire et donnent le sentiment d'évoluer en toute décontraction. Pour leur premier quart de finale en Coupe du Monde, les hommes de José Pekerman comptent créer la surprise ce soir en éliminant le pays organisateur. L'entraîneur argentin veut croire en un arbitrage irréprochable. On a confiance et on espère que l'arbitre fera un bon match, sans suspicion, sans penser qu'il puisse influencer le jeu. La Colombie parie sur le jeu, elle vient au mondial pour la première fois depuis longtemps, elle montre le potentiel de ses joueurs. Parmi ces joueurs, un homme est devenu une véritable icône en Colombie. Le buteur James Rodriguez, surnommé le crack du football colombien. Les journalistes locaux sont revenus sur les lieux de sa naissance à Cúcuta dans le nord du pays, sur son parcours footballistique lorsque tout jeune il affolait déjà les statistiques. Si Rodriguez devait qualifier son équipe ce soir, il pourrait devenir à 23 ans une légende vivante dans son pays. On verra ça. Voilà pour la Coupe du Monde au Brésil, vers lequel d'ailleurs se sont envolés ce matin quelques-uns de nos hommes politiques pour assister au match de demain. Elio Di Rupo, Didier Reynders, Peter De Crème ou encore Alain Courtois. Charles Michel, lui, reste en Belgique et pour cause, puisqu'il a rendez-vous avec le roi cet après-midi. Bonjour Mathieu Coll. L'informateur doit en effet faire son premier rapport au souverain sur sa mission en vue de former une coalition fédérale. Il est attendu d'ici quelques dizaines de minutes, début d'après-midi, ici au palais de Bruxelles. Et il est attendu pour faire un rapport sur l'état d'avancement de ces travaux. L'expression veut bien dire ce qu'elle veut dire, que Charles Michel sera plus que probablement reconduit dans ses fonctions pour une semaine au moins. On évoque déjà même jusqu'au 21 juillet. Et c'est bien normal parce qu'en une semaine, il a beau avoir beaucoup travaillé. Mais en une semaine, on ne peut pas faire grand-chose, entre guillemets. On peut faire le tour de la question pour la première fois. Mais le problème crucial qui reste, c'est un manque de confiance. Et en une semaine, donner ou redonner de la confiance, c'est extrêmement compliqué. Il y a des problèmes de confiance entre les partis francophones. On a entendu encore début de semaine le PS qui gardait la porte fermée au MR pour la majorité régionale. On sait qu'il y a encore des problèmes de confiance entre le MR et le CDH aussi. Il y a un problème de confiance entre les francophones et les néerlandophones. Benoît Ludgen a remartelé son non jamais à la NVA cette semaine en allant voir l'informateur. Et puis un problème de confiance entre les néerlandophones. L'Open VLD veut aussi monter à la région si c'est pour monter au fédéral. Le CDNV a un double problème. En cas de majorité kamikaze ou de l'audace comme on l'a appelé avec le seul MR côté francophone, eh bien le CDNV se sentirait un petit peu à gauche finalement avec tous ces partis de droite. Il n'en veut pas, il ne veut pas être la cible des syndicats. Et en cas de tripartite traditionnelle, ça voudrait dire que le CDNV doit lâcher la NVA, son partenaire au niveau du gouvernement flamand d'il y a 5 ans et pour 5 ans. Et ça c'est totalement inenvisageable. Donc Charles Michel va être reconduit pour une semaine ou deux, mais pour faire quoi? C'est très compliqué de le dire pour l'instant, puisque comme je vous le dis, finalement depuis le 25 mai, c'est toujours le CDNV finalement qui a une grosse partie de la solution entre ses mains. Et on va donc jouer là aussi, visiblement, les prolongations. Merci à vous, Mathieu. Du côté de la future coalition en région bruxelloise, cette fois, on avance. Un accord a été trouvé cette nuit sur un premier point. Il concerne la qualité de vie des Bruxellois et surtout la gestion des nuisances sonores des avions. Il est question de supprimer le fameux plan de survol de Melchior Wathelet. C'est Loïc Parmentier avec Dominique Chocart. Oui, vous nous regardez, s'il vous plaît, un instant. Voilà. On sourit. Tout sourire pour le premier jour des négociations bruxelloises, c'était il y a près d'un mois. Le temps passe et hier, une première réunion qui s'éternise dans la nuit. Une réunion perturbée par les avions survolant Bruxelles, mais vers 2h30 du matin, un accord. Dans la future déclaration de politique générale bruxelloise, il y aura la volonté de supprimer le survol de la capitale entre 22h et 7h du matin. Il y aura aussi la volonté de supprimer le fameux plan Wathelet. Ce matin, nous nous sommes rendus au Parlement bruxellois, lieu des négociations. Pas un politique à l'horizon, mais bien des avions. En une demi-heure, 5 survols au-dessus de Bruxelles. Excepté ce bruit d'avion, aucune interview, les négociateurs se veulent discrets. Néanmoins, restent 2 éléments de taille. La volonté de supprimer le plan Wathelet, une volonté commune aux partis francophones et flamands. Bien sûr, l'épineux dossier atterrira à nouveau tel un joli cadeau sur la table du gouvernement fédéral. C'est d'ailleurs le seul niveau de pouvoir compétent en la matière. Et il y arrivera plus vite que prévu, dès la semaine prochaine.
Il faut savoir qu'actuellement, il existe une procédure en conflit d'intérêts, un système qui permet de ne rien décider, le temps d'apaiser les esprits. Mais voilà, cette procédure en conflit d'intérêts se termine déjà. La date limite, c'est mardi. 600 agents de police ont été sanctionnés l'an dernier, c'est ce que révèlent aujourd'hui les journaux du groupe Sud Presse. Le conseil disciplinaire de la police a traité en 2013 675 dossiers d'agents ayant commis des écarts de comportement, mais dans 74 cas, aucune peine n'a été prononcée. Direction Colfontaine maintenant, avec une vague de vols qui commence à inquiéter très sérieusement les autorités locales. En quelques mois, seulement 3 véhicules de la commune ont été volés, dont un bus scolaire. L'un de ces véhicules a même servi lors d'un braquage. Le bourgmestre a décidé de réagir et la commune s'est constituée partie civile. Benjamin Samin, Xavier Préat. Le bourgmestre de Colfontaine nous montre les bâtiments techniques de la ville. C'est ici, en quelques mois, que 3 véhicules communaux ont été dérobés. Et non des moindres, un bus scolaire, un camion à plateau et une camionnette. Le dernier larcin a été particulièrement audacieux. Ils sont passés par la toiture, donc ils ont démonté plus ou moins 1 mètre carré de tuiles, et puis ils sont fait glisser sur cette ferme et en tombant juste au-dessus du camion. Les voleurs semblaient bien renseignés, d'ailleurs ils ont même réussi à contourner le champ d'action de l'alarme. La distance est trop éloignée, donc l'alarme ne s'est pas déclenchée. C'est au moment où le véhicule arrive dans le rayon que l'alarme se déclenche. Il y a 15 secondes pour que ça se déclenche. Notre concierge immédiatement est sorti et a vu le véhicule partir en trompe. Et en prenant la fuite, inconscients, les voleurs ont littéralement défoncé l'imposante porte en bois du hangar. Inquiet, le bourgmestre redoute des complicités internes. N'ayant pas de nouvelles de la police, ce qui est tout à fait normal puisqu'elle fait son enquête, c'est en instruction, donc je n'ai pas le droit d'avoir des éléments ni le conseil communal, mais nous avons décidé au conseil communal à l'unanimité de nous constituer partie civile parce qu'il y a un préjudice que la commune a perdu et on voudrait bien savoir exactement ce qu'il en est. Nous ne pouvons pas dévoiler les éléments que nous avons en notre possession. Il faut bien sûr attendre le déroulement de l'enquête, mais je peux comprendre son inquiétude. Ça fait normal d'avoir une inquiétude par rapport à ce type de vol. On vole quand même une administration communale. La police borène va organiser des patrouilles ciblées et contrôler les véhicules communaux circulant hors des tranches horaires habituelles. La Belgique risque d'être confrontée à un risque de blackout l'hiver prochain, une panne de courant à grande échelle. C'est ce que craint le gestionnaire du réseau Elia, qui cherche donc des moyens de l'éviter. Il envisage notamment de proposer à des clients de se passer d'électricité par moment en échange de certains avantages financiers. Sébastien Degrave, Samuel Lerat. Depuis plusieurs mois, l'approvisionnement électrique en Belgique est sous tension. La fermeture des centrales nucléaires Tihange 2 et Doel 3 rend le travail très difficile pour le gestionnaire de réseau lors des pics de consommation. Une des solutions serait donc d'augmenter la production d'électricité. D'anciennes centrales pourraient être réactivées lorsque la demande en énergie est très forte. Mais cela pourrait ne pas être suffisant. Le gestionnaire de réseau souhaiterait donc pouvoir jouer sur la demande en électricité en mettant en place des clients dits interruptibles. C'est des clients avec lesquels il y a des contrats, de pouvoir les interrompre quand il y a un problème de déséquilibre. Donc on interrompt leur consommation, ils ont un contrat, donc ils sont rémunérés pour ça. Et dans le contrat, il est stipulé qu'on peut faire ça quelques fois par an, mais on ne doit pas les avertir. On a droit de les interrompre quand on en a besoin. Les industries seront les premières concernées en arrêtant quelques heures par exemple de grands frigos ou de puissantes ventilations. Mais les clients privés pourraient eux aussi jouer un rôle dans ce système en éteignant leurs appareils les plus énergivores. On pourrait imaginer que les particuliers se mettent ensemble pour pouvoir gérer cette demande et sortir du réseau quand ils ont des gros besoins de consommation. Du réseau d'abord de distribution et évidemment du coup du réseau de transport. Le nombre de clients interruptibles ne sera cependant pas suffisant pour cet hiver 2014-2015. Si le vent tombait et que le froid s'installait durablement, des coupures de courant pourraient toucher notre pays. Il y a encore beaucoup trop d'antibiotiques dans notre viande. Porc, volaille, bœuf, les animaux sont parfois gavés de médicaments. La consommation d'antibiotiques dans les élevages a légèrement baissé l'an dernier, mais les risques pour notre santé sont toujours aussi grands. Vincent Jamoul, Aline Lejeune. En Belgique, poulets, porcs, bœufs et vaches laitières ont reçu en 2013 266 tonnes d'antibiotiques. Ce chiffre, en très légère diminution par rapport à 2012, est interpellant.
En élevage intensif, les antibiotiques sont administrés d'office à forte dose pour prévenir les maladies. Les animaux deviennent porteurs de bactéries résistantes. En manipulant la viande, en la mangeant, elles peuvent se transmettre à l'homme. Le nombre de Belges porteurs de ces bactéries résistantes est estimé à 5%. Si on devient porteur d'une résistance en soi, on ne sent rien, mais dans l'avenir, si on développe par exemple des infections graves, ça peut sortir et là, il y a des problèmes pour le traitement. Cela fait des années que le monde médical tire la sonnette d'alarme en matière d'antibiotiques. Il reste encore des traitements efficaces, mais ils ne sont pas sans risque. Nous avons besoin des antibiotiques beaucoup plus puissantes. C'est ça le problème. Et le traitement, ça fait beaucoup plus difficile, avec un risque bien sûr de morbidité et de mortalité. Éleveurs, vétérinaires, pouvoirs publics, tous s'accordent sur la nécessité de réduire l'administration d'antibiotiques. La barre est placée très haut, moins 75% d'ici 2020. Nouvelle vague de départ en vacances ce week-end. Vous serez très nombreux sur les routes, notamment sur la E411 où vous êtes avec nous en direct ce midi. Benjamin Braun, bonjour. Cet après-midi et demain matin sont d'ailleurs classés orange. Oui, effectivement. Vous le voyez peut-être sur le 411 derrière moi. Ce n'est pas encore la foule des grands jours, mais on sent progressivement que la circulation se densifie au fil des heures. On voit des caravanes, on voit des mobil-homes, on voit des voitures bien chargées qui descendent progressivement vers le sud. Voyons tout de suite la carte de Belgique avec deux points noirs, particulièrement trois. C'est précisément l'autoroute E40 en direction de la côte, c'est un classique, mais également cette autoroute E411 en direction du Luxembourg et puis les autoroutes E17 et E19 en direction de Paris. Paris, la France qui reste l'une des destinations préférées des Belges. Vous voyez tout de suite la carte avec les autoroutes vers le sud évidemment qui sont là aussi classées orange. C'est le cas de l'autoroute Paris-Bordeaux mais également de l'autoroute Lyon-Orange en direction de l'Espagne. Toute l'île de France est également classée orange pour ce soir et demain matin. Ailleurs en Europe, là aussi c'est la même chose partout, une circulation dense mais fluide en principe en Allemagne, en Autriche, en Italie et en Suisse avec quelques zones un petit peu plus sensibles. C'est le cas notamment à l'entrée du tunnel du Saint-Gothard en direction de l'Italie, comme c'est le cas chaque fois qu'il y a des départs en vacances. Merci à vous, Benjamin. Attention aussi, même si vous restez en Belgique, du côté du ciel, la pluie revient, on l'a dit cet après-midi. Bonjour Sabrina Jacobs. Bonjour Luc. De la pluie et même des orages, c'est vrai qu'il fait très lourd aujourd'hui. Voilà, il fera lourd, très chaud, encore plus chaud qu'hier. En fait, tout le week-end sera à la fois humide et très chahuté. Pour faire simple, on pourrait dire orageux dans un premier temps, cet après-midi et ce soir, et pluvieux ensuite pour cette nuit et demain. Ce qui nous intéresse pour le moment, ce sont toutes ces remontées pluvio-orageuses qui nous viennent. Alors, elles étaient sur l'Espagne avant-hier, je vous en parlais déjà. Elles sont remontées, balayent une bonne partie de la France et entreront dans le pays cet après-midi. La période la plus sensible s'étend entre 15 et 21 heures aujourd'hui. L'IRM a placé un niveau de vigilance jaune sur l'ensemble de notre pays, avec localement des orages, parfois importants. On parle par endroit jusqu'à 20 litres par mètre carré, donc c'est assez important. C'est toujours très aléatoire comme phénomène et particulièrement difficile à localiser. Des grêlons également, alors rien à voir avec ce qu'on a pu connaître le week-end de la Pentecôte, mais tout de même des grêlons entre 1 et 3 cm. Et puis du vent, rafale entre 70 et 80 km à l'heure. Donc prudence au moins jusqu'à 21 h, encore un peu cette nuit. Et puis dès demain, nous basculerons dans un système toujours assez perturbé, mais cette fois ce seront des pluies qui nous viennent de manière plus classique des îles britanniques et donc le phénomène orageux sera derrière nous. Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouve bien sûr juste après ce journal pour un point complet. Les Américains, eux, sont confrontés au premier ouragan de la saison. Il a été baptisé Arthur et il a touché les côtes des États-Unis hier soir en Caroline du Nord. Des millions d'Américains sur la côte Est se préparent à son impact ce 4 juillet, jour de fête nationale là-bas. La police israélienne a tiré avec des gaz lacrymogènes sur des manifestants palestiniens ce midi. C'est une journée de tous les dangers en Israël. C'est aujourd'hui la prière du premier vendredi du Ramadan. C'est aussi aujourd'hui qu'ont lieu les funérailles du jeune Palestinien tué apparemment en représailles au meurtre de 3 jeunes Israéliens. Christophe Giltet. Des tirs pour disperser les manifestants. La police et les forces israéliennes sont sur le pied de guerre alors que la prière vient de se terminer sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem.
L'inquiétude est maximale alors que viennent de commencer devant une foule immense les obsèques de Mohamed Abou Kader, 16 ans, kidnappé mardi soir dans un quartier de Jérusalem et retrouvé mort quelques heures plus tard, probablement pour venger l'exécution de 3 jeunes colons israéliens la semaine dernière. Hier soir, à Tel Aviv, une manifestation a rassemblé des centaines de pacifistes qui veulent que cesse la spirale de la violence. Nous voulons mettre fin à cette terrible effusion de sang. Nous savons que la douleur d'une mère palestinienne et la douleur d'une mère israélienne sont la même douleur. Nous devons agir pour arrêter cette folie et ce meurtre, et c'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Autre appel, celui du président israélien Shimon Peres qui va quitter ses fonctions dans quelques jours. Les gens qui déclenchent l'incitation à la violence ne savent pas jusqu'où cette incitation peut nous conduire. À plus de douleur, à plus de danger. Il est temps pour nous tous de faire preuve de retenue et de compréhension. Un appel qui visiblement n'a pas trouvé l'écho espéré. Et puis retour au Brésil avec l'effondrement de cette passerelle qui était en construction pour le mondial. Une passerelle en ciment surplombant une autoroute à Belo Horizonte dans le sud-est du pays. Elle s'est écrasée sur plusieurs véhicules. Il y a au moins 2 morts et 19 blessés. Retour chez nous avec cette initiative d'une grande surface à Nanine en région namuroise. Elle a installé son propre potager d'1 hectare. Objectif, rapprocher le client du producteur en proposant les aliments récoltés sur place. Sébastien Prophète, Ghislain Federspiel. Il est situé à quelques mètres seulement du magasin, un potager d'1 hectare. Pour l'instant, il contient une trentaine de fruits et légumes et une quinzaine d'herbes. Mais à terme, il contiendra une centaine de variétés. Ici, on a des oignons rouges tiges, donc on mange au sel en apéritif. Ici, on a les tomates, les fraises hâtives. Ensuite, on a les poireaux d'été. Ces aliments frais vont en partie garnir les rayons de la grande surface, un magasin spécialisé dans les produits régionaux. Dans une dizaine de jours, ce sont les fraises et radis qui seront récoltés. C'est proposer à la clientèle une consommation directe, donc un prélèvement et une proposition de légumes de saison. Au-delà d'avoir le potager, ce qu'on veut, c'est vraiment c'est montrer des choses aux gens. Tout ce projet a un côté didactique aussi, ludique. On veut que ce soit sympa, on veut que ce soit gai. Rapprocher le client du producteur, même si le circuit court, peut être onéreux. Si l'on compare les prix pratiqués avec ceux d'une autre grande surface, classique cette fois, dont les articles ne proviennent pas tous de Belgique, 6 fruits et légumes sur 8 sélectionnés au hasard sont ici plus coûteux, de 45 centimes d'euros à 1,89 € plus cher à la pièce ou au kilo. Moi, ça ne me dérange pas. À partir du moment où on a un produit de qualité, je préfère mettre le prix. La particularité ici, les clients peuvent discuter avec le maraîcher. Chaque jour, il entretient son potager et vous délivre volontiers des conseils. On parlait des départs en vacances tout à l'heure. Je vous propose maintenant de visiter un hôtel un peu particulier. Il est basé à Arlon et accueille des animaux de compagnie quand leurs maîtres sont partis. Un hôtel de luxe puisque la nuit coûte entre 18 et 85 €. Axel Noirom avec Benjamin Van Kelst. Voilà, ici nous sommes dans la suite. Une luxueuse suite de 70 mètres carrés occupée depuis hier par Dina. Comme vous pouvez le voir ici, on a le coin lit avec grand écran, télévision. Et alors de ce coin-là, on a le côté salon. Pour 85 € la nuit, ce berger allemand s'apprête à passer de belles vacances malgré l'absence de ses maîtres. Car tout est fait ici pour améliorer son confort. Vu que c'est des chiens qui sont habitués en général à vivre dans le salon, donc nous on essaye aussi de recréer, grâce au film, l'ambiance qu'ils peuvent avoir chez eux. Avec une porte ouverte sur la terrasse, les chiens sont ici comme à la maison. Mais ce type de chambre ne conviendrait pas à tous, car le canapé n'est pas toujours autorisé. Pour les chiens qui ne sont pas forcément habitués à avoir le canapé, le fauteuil, donc vu que ce n'est pas vraiment une bonne idée de les habituer à un confort qu'ils n'ont pas droit à la maison, donc on a fait des loges un peu plus simples. Pour le retour de son maître, Ginger lui réserve un accueil mitigé. Car même s'il a passé son séjour loin des suites luxueuses, il semble apprécier ce moment.
Nous remarquons qu'ici, les animaux sont beaucoup aimés et nous amenons le chien très régulièrement et on se rend compte que le chien adore venir. Donc c'est plus le choix du chien que notre choix par nous-mêmes. Les pensionnaires peuvent par ailleurs bénéficier d'un service personnalisé, notamment des promenades quotidiennes pour 6 € le quart d'heure, un moment privilégié. Les chiens qui sont pour des longues durées chez nous, des gens qui partent un mois en vacances, nous ça nous apprend aussi à connaître les chiens et le chien aussi se sent aimé, quoi. Une formule qui plaît car l'hôtel affiche quasiment complet pendant toutes ces grandes vacances. Allez, encore une image, celle de la reine d'Angleterre qui baptise en ce moment même le tout nouveau porte-avions qui porte son nom, le HMS Queen Elizabeth, un porte-avions de 65 000 tonnes, nouvelle génération. C'est le plus gros bateau jamais construit par la Royal Navy. Et comme tout ça a lieu dans un chantier naval écossais, c'est donc une bouteille de whisky qui, vous le voyez, a été lancée sur le bateau pour le baptiser. La bourse de Bruxelles, avant de se quitter, l'indice Belvin est en baisse ce midi de 0,38% à 3 185 points. Le kilo d'or s'échange 31 290 € et 1 euro vaut 1,35 $. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo complète de Sabrina Jacob, suivie du face-à-face. Ce soir, c'est Alix Battard qui vous attend pour notre édition de 19 h. Très bon week-end, bonnes vacances si vous partez. Et pour ceux qui restent, à la semaine prochaine. Retrouvez toute l'info en radio sur Bel RTL et en continu sur rtlinfo.be.